capacité pour aider les pays en développement à améliorer leur cadre juridique et politique en matière d'investissement. Permettez-moi de commencer par quelques informations d'ordre pratique. Le webinaire d'aujourd'hui public sera enregistré. L'enregistrement vous sera envoyé après l'événement. Vous êtes invité à le partager avec vos collègues qui n'ont pas pu se joindre à nous. Après le débat des experts, nous aurons une séance de questions-réponses. N'hésitez pas à taper vos questions dans l'espace réservé à cet effet. Vous avez également la possibilité d'écouter le webinaire en français ou en espagnol, car nous disposons d'une interprétation en direct. Vous pouvez changer de langue en cliquant sur le bouton globe en bas de votre écran Zoom. Permettez-moi maintenant d'aborder le sujet du webinaire d'aujourd'hui. Ce webinaire fait suite au lancement d'un nouveau rapport de l'IDD, Repenser les lois nationales sur l'investissement, une étude des lois passées et présentes pour éclairer l'élaboration des politiques futures. Mes collègues partageront bientôt un lien vers le rapport et le résumé exécutif dans le chat pour que vous puissiez y accéder. Si vous êtes ici avec nous aujourd'hui, vous partagez probablement un intérêt pour les lois sur l'investissement, un instrument politique unique mais diversifié, largement utilisé dans les pays en développement. Curieusement, les lois nationales ont souvent été mises de côté dans les débats sur la gouvernance internationale des investissements. Et si ces lois ont été écartées, c'est bien dommage, alors que l'accent est souvent mis sur les traités et les contrats d'investissement et leurs mécanismes de règlement des différends. Toutefois, il est essentiel de constater que des lois sur l'investissement mal rédigées présentent également des risques importants pour l'élaboration des politiques et les litiges dans le cadre de la gouvernance internationale de l'investissement. Dans le même temps, lorsqu'elles sont correctement rédigées, les lois nationales sur l'investissement peuvent aider les gouvernements à atteindre les objectifs de développement durable et à encourager comme les investissements responsables sur leur territoire. Comme le souligne le rapport, de nombreux éléments déclencheurs, parfois douloureux, peuvent attirer l'attention des décideurs politiques sur les lois d'investissement. Ceux-ci peuvent alors envisager d'adopter, de réformer, voire de remplacer leur législation nationale sur l'investissement par d'autres instruments politiques. Ainsi, il est important et opportun de concentrer et de canaliser les efforts qui visent à réformer ces outils politiques cruciaux. Mais pour s'engager dans un processus de réforme significatif, tout comme pour les traités d'investissement, nous devons comprendre clairement ce qu'ont été les lois sur l'investissement dans le passé afin de comprendre efficacement le présent et d'élaborer des stratégies pour des approches plus efficaces et de meilleurs résultats et obtenir de meilleurs résultats dans le futur. En effet, d'où viennent ces instruments? Quelles en sont les conséquences pour nous aujourd'hui? À travers quel prisme devrions-nous analyser le contenu des lois actuelles, non seulement en s'agissant de leurs objectifs présumés, mais aussi des fonctions concrètes qu'elles remplissent? En outre, comment et par où commencer pour évaluer et réformer ces instruments? Telles sont quelques-unes des questions que nous aborderons lors de ce webinaire. Nous espérons que cette discussion aidera les décideurs et les parties prenantes concernées à repenser leurs lois nationales afin qu'elles puissent être calibrées pour faire face aux défis actuels en matière de gouvernance de l'investissement. À l'IDD, nous sommes ravis d'entreprendre ce projet en collaboration avec d'importants partenaires sur le terrain, ceci en vue de renforcer les capacités et d'offrir des services consultatifs aux pays en développement, leur permettant ainsi de relever ces défis et d'adopter des réformes pertinentes. Sans plus attendre, je cède la parole à mon collègue Joseph Ostransky, conseiller politique à l'IDD, qui va présenter et animer notre panel. Je vous laisse la parole, Joseph. Merci, Suzy. Bonjour, bon après-midi, bonsoir également, et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce qui devrait être un webinaire très intéressant. Et j'aimerais commencer par une manière assez habituelle de commencer nos webinaires, à savoir connaître votre avis. Nous voulons connaître votre avis sur le sujet qui sera traité grâce à un rapide sondage. Mon collègue va donc vous guider et vous allez voir apparaître sur votre écran très rapidement donc des questions auxquelles vous êtes priés de répondre. Merci beaucoup. Je lance maintenant le sondage et vous devriez voir apparaître sur votre écran les questions, plusieurs questions. La première question est quand et où a été adoptée la première loi connue sur l'investissement? Ensuite, et puis vous avez donc une série de réponses possibles. En 1950 en Israël, en 1950 au Pérou, ensuite en 1955 en RFA, en 1958 en Inde ou en 1963 au Ghana.
Je donne aux participants 30 secondes pour répondre à cette question. Je répète. Or business or private sector legal practice. And then the next question is your country currently reviewing or has recently reformed your national law? And there are 4 options there. Là aussi, vous avez plusieurs options. Et enfin, selon vous, quelles sont les fonctions les plus importantes d'une loi sur l'investissement? Et là, plusieurs options sont possibles. Vous pouvez bien sûr sélectionner plus d'une réponse à cette question. Voilà, je vous donne maintenant le temps nécessaire pour répondre à ces questions. Bien, merci à tous pour votre participation. Je vois que certains n'ont pas encore tout à fait terminé. Je vous donne encore 2 secondes. Alors, plus de 50% des participants, en tout cas, nous ont fourni des réponses. Merci infiniment. Et nous avons donc ici les réponses. À la première réponse était quand et où a été adoptée la première loi connue sur l'investissement. La majorité des réponses était 1955 en République fédérale d'Allemagne. Pour la question suivante, dans quel secteur travaillez-vous? Nous avons une majorité de participants issus des gouvernements aujourd'hui. Et est-ce que votre pays est en train de réviser ou a-t-il réformé sa loi nationale d'investissement dernièrement? La plupart des participants ont répondu réformé au cours des dernières années. Un certain nombre d'entre eux n'ont pas de loi autonome non plus sur l'investissement. Et enfin, selon vous, quelles sont les fonctions les plus importantes d'une loi sur l'investissement? Et une grande majorité des participants ont répondu réglementation de l'admission, approbation des investissements étrangers, suivi de la facilitation de l'investissement, des incitations à l'investissement fiscal et non fiscal. Et nous avons un grand pourcentage également de réponses pour obligations des investisseurs, responsabilité sociale des entreprises, comportement responsable des entreprises. Voilà. Merci beaucoup, Suzy. Ceci nous permet de lancer de manière très intéressante notre débat qui va poursuivre avec nos panélistes. Et pour ceux qui s'intéressent à la bonne réponse pour la première question, j'aimerais vous renvoyer au nouveau rapport dont nous allons discuter aujourd'hui et le lien avec le rapport va apparaître sur le chat rapidement. Je suis ravie de pouvoir discuter de ce sujet passionnant avec nos panélistes d'aujourd'hui qui sont des experts en matière de loi et de politique sur l'investissement et que j'aimerais maintenant commencer par Massimo à la CNUSED. Il est chargé des affaires économiques et cela fait des années qu'il étudie les politiques d'investissement. Il était à la tête également d'un examen pour les pays en développement des politiques d'investissement et il coordonne également les programmes d'assistance technique de suivi à la CNUSED. Bienvenue Massimo, merci Joseph, merci à vous tous. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Merci Massimo. Notre deuxième intervenante est Hélène François, qui est conseillère juridique et analyste à la politique d'investissement et à l'OCDE, division de l'investissement. Elle a géré des projets bilatéraux en matière d'investissement dans différents pays et dans diverses régions. Elle
en particulier en Asie du Sud-Est et en Afrique subsaharienne. Mais on est ravis de vous avoir avec nous. Hélène, merci beaucoup. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Et en dehors de nos invités, nous avons également des auteurs non moins distingués du rapport de l'IDD. Vous avez déjà entendu Suzanne Kima, qui est l'une des co-auteurs. Mais nous avons également avec nous Jonathan Banitcha, qui est professeur associé de droit à l'UNSW de South Wales dans le domaine donc, du Global et Public Law, est associé principal à l'ISD, ainsi que Taylor John, qui est maître de conférence à l'Université de St. Andrews à l'École des relations internationales et chercheur à Puericourt, un centre pour l'étude à l'Université d'Oxford. Merci beaucoup, Jonathan et Taylor. Avant de nous plonger dans le débat, j'aimerais vous encourager à rédiger des questions, les questions qui viendront à l'esprit durant le débat ou qui ont un rapport ou qui sont liées au rapport dans la boîte Q&A. Et à la fin du séminaire, nous ferons de notre mieux pour réunir vos questions et essayer d'y répondre. Nous allons maintenant entendre Taylor qui va donner un aperçu général du rapport et passer en revue les principaux constats qui vont être le cadre de la discussion. Je vous donne la parole, Taylor. Merci beaucoup. Joseph, j'espère que vous pourrez tous voir mon écran. Voilà, cela devrait fonctionner maintenant. Donc, c'est vraiment merveilleux de vous retrouver tous aujourd'hui. Et au nom de Suzy et de John, j'aimerais vous présenter quelques éléments issus du rapport avant d'ouvrir le débat. Avec les panélistes, j'aimerais tout d'abord dire quelques mots sur ce qui a motivé la rédaction de ce rapport. Notre but était de montrer comment les investissements avaient été lancés, quels sont les outils existants et voir quelles sont les leçons à en tirer pour les décideurs politiques qui envisagent peut-être de réformer leur loi sur l'investissement. Aujourd'hui, j'aimerais donc vous présenter trois principaux enseignements que nous avons donc retenus. Tout d'abord, les lois sur l'investissement national, les lois nationales sur l'investissement varient grandement. Est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on voit mon écran maintenant? Il y a beaucoup d'écarts. Elles varient considérablement, ces lois. Pardon, excusez-moi, j'ai quelques problèmes avec mon écran. Vous voyez tous voir mon écran? Je voudrais juste vérifier que vous voyez tous la même chose que moi. Nous pouvons voir vos diapos. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on les voit en grand. Tout à l'heure, on ne les voyait pas correctement. Premier constat, la législation nationale en matière d'investissement varie considérablement. Certaines lois, comme la loi chinoise de 2019, semblent avoir été conçues comme un outil de réforme économique nationale. D'autres, comme la loi de 2016 au Myanmar, paraissent avoir été le signe d'un changement de régime. Et ce qu'on constate, c'est que de nombreux pays, comme le Myanmar, élaborent de nouvelles lois sur l'investissement à l'occasion de changements politiques stratégiques ou bien de haut niveau. Et il y a d'autres lois, comme la loi australienne sur les acquisitions et les prises de contrôle étrangères, qui ont une seule fonction, établir un cadre pour le filtrage des investissements étrangers. Enfin, il y a d'autres lois, comme celle de l'Afrique du Sud, qui semblent avoir été conçues pour se substituer partiellement au traité d'investissement. On en déduit qu'il s'agit donc d'instruments de politique intérieure polyvalents et qui peuvent être conçus de différentes manières pour s'adapter à une grande variété de contextes, une grande diversité de contextes. Donc, la question que vous me posez est comment donner un sens, comment interpréter cette diversité. Dans notre propos, nous nous proposons de nous concentrer sur les fonctions qu'une loi est censée remplir. Et ce n'est pas la même chose que la manière dont on conçoit ces lois, parce que souvent les décideurs politiques prennent en compte les objectifs poursuivis par une loi, par exemple la promotion de l'investissement durable ou le renforcement de leur coordination au sein du gouvernement entre les différents ministères d'un gouvernement. Et ensuite, on passe à des questions de contenu. On se demande comment rédiger de telles
loi. Mais nous pensons qu'il existe une étape intermédiaire qui est importante, qui est celle des fonctions remplies par une loi. Donc, après avoir étudié 70 lois qui ont été mises en œuvre sur les investissements, aujourd'hui, nous pensons que, en fait, que leurs principales fonctions, les principales fonctions de ces lois sont au nombre de 7. Et on s'aperçoit qu'au moins 60% des lois que nous avons examinées traitent de l'admission et de nouveaux investissements étrangers, mais qu'il existe une grande diversité dans la manière dont cette fonction est gérée. De nombreux pays développés ont des lois sur le filtrage des investissements qui remplissent uniquement cette fonction. Et une deuxième fonction est que les lois peuvent conférer, administrer des incitations à l'investissement. Environ 80% des lois que nous avons examinées le font, mais là encore, de telles lois peuvent faciliter les investissements. L'un des moyens utilisés est la création de guichets uniques pour les autorisations et les permis, mais il y a également aussi d'autres manières de traiter ces questions de facilitation. Quatrièmement, les lois peuvent garantir une protection juridique des investissements. Environ 70% des lois que nous avons examinées garantissent une certaine protection juridique aux investisseurs, mais généralement, il est rare que ces lois offrent la même gamme de protection que celles prévues par les traités d'investissement. Ces protections peuvent donc varier selon les pays. Cinquièmement, ces lois peuvent spécifier ou gérer un système de règlement des différends entre investisseurs et États. Donc, la plupart de ces lois traitent du règlement des différends, mais elles le font selon des modalités qui varient énormément. Parfois, ce sont de nouvelles institutions nationales qui sont créées pour prévenir ou résoudre des différends, ou encore on y affirme la primauté des tribunaux nationaux, ou encore on reconnaît ou même on admet la possibilité d'un arbitrage international. Sixièmement, certaines lois précisent les obligations et les responsabilités des investisseurs. Ainsi, les lois sur l'investissement ne sont qu'une partie du cadre juridique national régissant des investissements. Et certaines lois sur l'investissement insistent sur ce point, tandis que d'autres mettent l'accent sur des domaines spécifiques auxquels les investisseurs doivent se conformer, donc, certaines lois spécifient des obligations et parfois elles vont au-delà de ce qui est prévu dans d'autres lois. Septièmement, les lois peuvent définir des processus de suivi et de contrôle des investissements étrangers. Certaines lois imposent aux investisseurs l'obligation de faire rapport à une agence d'investissement, une agence en particulier, une agence d'investissement, à propos du respect de la législation nationale. Voilà donc des points qui ont souvent été soulevés. Certaines lois ne traitent qu'une seule de ces fonctions, tandis que d'autres en prévoient plusieurs. Mais ces fonctions sont une manière importante de comprendre les variations dans les lois sur l'investissement. La deuxième leçon que nous retirons, c'est que ces fonctions, ces lois, donc, ont souvent changé dans le temps, ont évolué au fil du temps. Ainsi, les lois ont évolué en fonction des priorités politiques d'un pays ou des niveaux de développement des différents pays. Les gouvernements s'en sont souvent servis pour concevoir leur législation sur l'investissement. Donc, pour traiter la première question qui a été posée dans le sondage par ceci, la première loi sur l'investissement n'a pas été créée en 1955 en Allemagne. L'une des premières lois a été créée en Israël, une autre en Turquie. De nombreux pays en développement ont adopté très tôt des lois sur l'investissement. Les pays en développement, ainsi, pendant très longtemps, ont été des innovateurs et des leaders en matière de lois sur l'investissement. Donc, de nombreux pays d'Afrique et d'Asie ont promulgué la première loi sur les investissements dans les années 60 et 70. Donc, ces lois sont bien plus anciennes que vous ne le pensez. Et dans les années 80-90,
et ces lois étaient alors souvent motivées par des priorités à l'échelon national. Puis, dans les années 80-90, de nombreuses lois ont été refaites, réécrites, souvent afin de les aligner plus étroitement sur les traités d'investissement, ce qui a introduit le même type de risque que ceux qui existent aujourd'hui dans les traités d'investissement de l'ancienne génération. Mais on y reviendra plus tard dans la discussion. Il y a une chose que nous aimerions souligner, c'est que les lois n'ont jamais été aussi homogènes que les traités. Il y a toujours eu une grande diversité dans les lois d'investissement. Et il y a eu aussi beaucoup de changements dans ces lois. Certains pays ont mis à jour leur législation à plusieurs reprises, en particulier lorsqu'ils ont connu des transitions, leur situation économique, leurs priorités politiques ont changé. Ainsi, les lois sur l'investissement ont été conçues ou remaniées pour servir des priorités d'ordre politique. Ce qui nous amène à notre troisième principale conclusion. Il n'existe pas de modèle standard pour les fonctions et la conception d'une loi sur les investissements. Tout dépend du contexte et de la fonction que les décideurs politiques veulent donner à la loi. Donc, notre rapport, nous proposons un cadre pour aider les décideurs politiques à réfléchir aux lois nationales sur l'investissement en fonction des objectifs auxquels vous aspirez. Ce cadre ne recommande pas un contenu spécifique ni une conception particulière et ne présume pas non plus de la nécessité d'une loi sur l'investissement. En lieu et place, il a pour but de vous aider à poser des questions, les bonnes questions, et à délibérer en profondeur lorsque vous remaniez une loi sur l'investissement. Le cadre est donc, vous le trouverez dans le rapport, bien sûr, mais ici, nous vous donnons donc un rapide résumé des questions donc soulevées dans ce cadre. Tout d'abord, l'on demande aux décideurs politiques de clarifier leurs objectifs. Une fois que ces objectifs de haut niveau sont clairs, les décideurs politiques sont invités à articuler, à formuler, à évaluer les fonctions de la loi actuelle sur l'investissement. Ils doivent se demander comment la loi actuelle fonctionne dans la pratique, quelles conséquences a-t-elle sur le terrain. Ensuite, ce cadre propose donc de se pencher sur les fonctions souhaitées pour cette nouvelle loi sur l'investissement. Par exemple, le genre de question que l'on peut poser est: est-ce que nous voulons vraiment offrir des incitations à l'investissement? Est-ce que nous voulons offrir ces incitations à tous les investisseurs ou seulement dans certains secteurs? Quelle est l'expérience faite dans ce domaine? Et ensuite, il est proposé de comparer les outils politiques. Est-il plus efficace de prévoir des incitations dans notre code fiscal, notre propre code fiscal, ou bien plutôt que dans une loi spéciale sur l'investissement? Il y a de nombreux outils juridiques qui peuvent servir à la fonction en question. Ensuite, il s'agit de concevoir la structure et le contenu d'une nouvelle loi sur l'investissement, de façon à ce qu'elle remplisse vraiment les fonctions souhaitées, en s'appuyant éventuellement sur des lois précédentes ou sur les expériences faites dans d'autres pays. Et enfin, ce cadre propose d'examiner les risques ou les implications liées à des fonctions, à un contenu particulier dans une loi sur l'investissement. Il s'agira par exemple d'envisager des scénarios qui pourraient se présenter à l'avenir dans le cadre d'une nouvelle loi. Comment cette nouvelle loi va-t-elle, dans quelle mesure cette nouvelle loi va-t-elle créer des problèmes ou résoudre d'anciens problèmes? Donc, il y a beaucoup encore à réfléchir, matière à réflexion. Il y a beaucoup à lire aussi à ce sujet dans notre rapport, mais je m'en tiendrai là pour que nous puissions entendre nos panélistes et en discuter. Je vous donne la parole, Joseph. Merci beaucoup, Taylor. Je pense que ceci a été un aperçu vraiment très intéressant de la situation et je passe maintenant à Hélène
faut que nous voyons comment envisager ce rapport dans le contexte de vos travaux à la CNUSED et à la CDE. Et nous verrons ce qu'il en est exactement. Comment je présente votre approche maintenant concernant les lois sur les investissements. Qu'est-ce qui a évolué dans ce domaine à la CNUSED? Et je commence par Maximo. Thank you very much, Joseph, and thank you, Taylor, for the presentation of the findings. Let me start by congratulating the whole team on such an excellent report. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. J'aimerais féliciter toute l'équipe d'avoir écrit un rapport aussi intéressant qui remplit pas mal de lacunes dans le domaine et qui nous éclaire sur l'historique des lois nationales sur l'investissement. Et le rapport fournit une approche innovatrice vue du point de vue des décideurs politiques quand il s'agit de penser, de réfléchir sur la nécessité d'avoir des lois sur l'investissement et sur leur introduction. Donc, je pense que nous sommes alignés sur un grand nombre, sinon toutes les considérations qui existent dans le rapport. Et il sera un plaisir pour nous de fournir une assistance technique à des pays de manière quotidienne lorsqu'il s'agit de réformer la loi sur l'investissement. Permettez-moi de vous donner quelques informations supplémentaires sur le travail de la CNUSED dans ce domaine. Comme Joseph vient de le dire, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans sur le programme de la CNUSED sur l'examen des politiques d'investissement qui examine non seulement les lois internationales et les accords d'investissement, mais sur la réforme du climat général qui touche à l'investissement en répondant aux demandes des gouvernements d'attirer davantage d'investissements directs étrangers pour soutenir leurs objectifs en matière de développement durable. À cette occasion-là, j'ai eu la possibilité de bénéficier de niveaux de développement différents un peu partout dans le monde. Et à cette occasion-là, nous avons examiné de près la législation en matière d'investissement étranger. Et comme vous l'avez dit, il n'existe pas un seul modèle sur les lois sur les investissements. Chaque pays doit développer la loi qui lui convient le mieux, à son contexte, pour que la loi soit personnalisée, pour ainsi dire, à leurs désirs et à leurs objectifs. Récemment, j'ai été muté à la section de la CNUSED qui a trait aux politiques nationales. Là, nous étudions et nous surveillons les tendances en matière de politique d'investissement. Nous avons examiné plus de 130 lois sur l'investissement qui ont été cartographiées sur la base de leurs dispositions principales. Évidemment, nous conduisons également des recherches sur les tendances en matière de politique d'investissement au niveau mondial et sur des thèmes précis. Nous contribuons au rapport mondial sur l'investissement et nous contribuons à des études conjointement avec l'OCDE et nous fournissons une assistance technique aux pays sur la réforme de la législation nationale en matière d'investissement étranger. C'est pour ça que la perspective des décideurs politiques est d'une importance cruciale dans notre travail et c'est pour ça que cet aspect est si pertinent. Pour répondre à votre question concernant les changements que nous avons vus en matière de
l'élaboration de politiques sur les lois sur les investissements. Je crois que le principal changement que nous avons vu ces dernières années a été la convergence de l'élaboration de politiques en matière de lois sur l'investissement étranger entre les pays en développement et les pays développés. Donc, il s'agit d'un modèle qui combine la réglementation et l'octroi d'incitation. Depuis les années 80 et les années 90, les pays en développement sont passés d'un régime selon lequel ils ont réglementé l'investissement étranger grâce à des restrictions qui leur sont imposées, à un modèle plus libéral et qui comprend un cadre réglementaire plus libéral, moins restrictif. Auparavant, il y a certains pays en développement qui de plus en plus imposent des restrictions aux investissements directs étrangers par rapport aux investisseurs nationaux. Donc, je suis d'accord avec le message fondamental qui est contenu dans votre rapport, selon lequel l'ancien cadre qui existait à des fins d'évaluation des lois sur l'investissement en faisant une distinction entre les lois qui visaient à promouvoir l'investissement étranger et celles qui visent à réglementer les investissements étrangers. Ce modèle n'a plus tellement de sens, quel que soit son point de vue, y compris l'aspect de la fourniture de l'octroi d'assistance technique. Ça, c'est l'aspect principal qui me frappe. Et ce changement est reflété dans le type de documents politiques que des pays cherchent à introduire ou à réformer. Au-delà des lois sur l'investissement, il y a de plus en plus d'intérêt dans les pays d'introduire des documents qui définissent leurs intérêts, leurs exigences nationaux. Nous avons aidé 5 à 8 pays récemment à aider de tels documents. Ces documents reflètent le contenu des lois sur l'investissement dans beaucoup de cas, mais en même temps, ils reflètent la volonté des pays de définir leurs attentes envers les investisseurs. Quels sont les secteurs clés dans lesquels ils souhaitent attirer de l'investissement pour leurs investissements durables et quelles sont les obligations qu'ils souhaiteraient que les investisseurs respectent. Donc, il ne s'agit plus d'une question de libéralisation contre réglementation, mais il s'agit d'un mix, d'un mélange des deux. Je vais m'arrêter là. Joseph, merci beaucoup. Massimo. Hélène, François, vu de votre perspective à l'OCDE, est-ce que vous seriez d'accord avec ce que Massimo vient de nous dire? Quelle est votre expérience dans ce domaine? Hélène, François, je vous félicite, Massimo, sur votre déclaration et j'aimerais féliciter l'ISD d'avoir établi ce rapport qui remplit une lacune dans le marché et qui fournit un outil très pratique pour les décideurs politiques et pourrait les aider à adopter une approche plus rationnelle. Parce que ce rapport va les aider à établir un lien plus important entre les objectifs des lois sur l'investissement et le contenu. Et le rapport éclaire les développements récents des lois sur l'investissement et le raison d'être même.
ce qui est nécessaire lorsque nous réfléchissons sur la fonction de ces lois. À l'OCDE, nous avons beaucoup travaillé sur les politiques d'investissement et sur les lois sur l'investissement. Nous avons commencé à travailler dans ce domaine il y a 25 ans avec des examens de politique d'investissement qui analysent également le climat d'investissement sur la base d'outils méthodologiques. Et historiquement, nous nous sommes focalisés beaucoup sur les traités d'investissement, mais nous avons évolué pour montrer plus d'intérêt sur les lois d'investissement. Nous travaillons bilatéralement, de manière bilatérale avec des pays en fournissant des conseils politiques à ces pays et en leur fournissant de l'assistance technique. Le principal changement que nous avons vu depuis peu, au moins dans les pays avec lesquels nous avons travaillé, surtout dans la région de MENA, mais également en Asie, avec le Myanmar et avec quelques pays subsahariens. Le changement est le suivant, il y a moins de focalisation sur la protection des investissements, mais il s'agit d'un changement assez timide sur la voie vers des obligations plus strictes qui sont imposées sur les investisseurs. Mais il s'agit d'un essai d'équilibrer les obligations et les droits des investisseurs. Il y a d'autres développements. Vous avez mentionné la surveillance et le contrôle des investissements. Et cet aspect, souvent, n'est pas suffisamment bien mis en œuvre, il n'est pas suffisamment fonctionnel pour permettre aux décideurs politiques d'équilibrer les obligations et les droits des investisseurs. Il y a un certain nombre de lois qui définissent les mêmes dispositions, qui contiennent les mêmes dispositions en ce qui concerne les droits et les obligations des investisseurs nationaux et les investisseurs étrangers. Ma dernière observation est qu'il y a une déconnexion croissante entre les dispositions des lois nationales sur l'investissement et sur les traités internationaux en matière d'investissement. Une fois de plus, j'aimerais vous féliciter de la production de votre rapport. Et votre rapport sera très utile lorsqu'il s'agit d'octroyer une assistance technique aux pays en développement. Joseph, merci beaucoup. D'une part, il y a une convergence entre les pays en développement et les pays développés, mais de l'autre côté, il y a une déconnexion croissante entre les traités d'investissement d'un côté et les lois nationales sur l'investissement. Je vais maintenant me tourner vers le contenu du rapport lui-même. Et j'aimerais vous demander de réfléchir plus en profondeur sur le contenu du rapport en matière des objectifs, des fonctions de l'investissement et du contenu. À votre avis, que gagne-t-on et que perd-on en adoptant cette approche en 3 étapes, objectifs, fonctions, contenu, pour analyser les lois d'investissement? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à gagner, mais peu de choses à perdre. J'aime bien le fait que vous vous focalisez sur la fonction. Au lieu de passer directement des objectifs politiques au contenu de la loi. Votre approche nous aide à identifier des fonctions
de ces lois. Il nous aide à mieux définir le contenu de chaque fonction et de rationaliser notre approche de loi sur l'investissement. On ne devrait plus considérer les lois sur l'investissement comme étant uniquement des outils politiques. Ce qui manque, la chose suivante, à commencer par les objectifs. Nous commençons par ce qui est voulu par les décideurs politiques et pas tellement sur ce qui est nécessaire, ce dont on a besoin. Par exemple, la question de coordination avec d'autres agences gouvernementales. Cette matrice analytique manque, mais peut-être que moi, j'ai raté quelque chose en lisant votre rapport. Donc, je serais intéressé d'entendre votre retour d'information. Donc, le fait de ne plus se focaliser que sur les objectifs vous permet d'avoir une approche plus holistique et ceci est d'une grande importance pour le climat d'investissement. Et ce qui aide les personnes qui travaillent dans ce domaine à identifier des incohérences avec d'autres lois ou traités. Je donne la parole maintenant à Massimo. Je suis d'accord avec Hélène que l'approche proposée a beaucoup de sens et sera sûrement très utile pour les décideurs politiques qui souhaitent réformer des lois sur l'investissement ou introduire de nouvelles lois. L'un des défis auxquels vous serez confrontés est que la distinction entre les objectifs et les fonctions ne sera pas toujours aussi claire que vous le prétendez dans votre rapport. Nous avons travaillé avec certains pays où les pays ont considéré, les gouvernements de ces pays ont considéré que l'objectif même de la loi était de faire venir de l'investissement direct étranger. Mais normalement, c'est l'objectif et les fonctions qui devraient guider le contenu des lois. Souvent, nous voyons des lois qui n'ont pas d'objectif clair. Et ceci donne lieu à des dispositions qui sont souvent contradictoires à l'intérieur, au sein de la loi elle-même et au sein du reste du cadre réglementaire régissant l'investissement. En ce qui concerne les objectifs et en ce qui concerne une définition de l'objectif et les fonctions de la loi soulève une autre question. Est-ce qu'on a besoin de la loi du tout? Et comme nous le savons, tous les pays n'ont pas déjà introduit une loi sur l'investissement. Les outils qui sont à disposition des décideurs politiques, comme Taylor nous l'a dit dans son introduction, ces outils peuvent, surtout lorsqu'il y a des incohérences avec le reste du cadre réglementaire, que ce soit au niveau national ou au niveau international et au niveau des accords d'un pays avec d'autres pays. Notre assistance, on demande au pays si le pays a besoin d'une loi sur l'investissement du tout. Et la réponse à cette question se fonde sur trois aspects qui sont repris de manière importante dans votre rapport. Le premier point de savoir si l'introduction d'une loi pourrait renforcer la politique d'investissement dans le pays concerné en ce qui concerne les objectifs sociaux, environnementaux, économiques du pays. Deuxièmement, il faut
répondre à la question quelle sera la lacune qui sera remplie par le cadre réglementaire. Est-ce qu'il serait mieux d'introduire une loi sur l'investissement? Taylor, vous avez évoqué la question des incitations. Est-ce qu'une loi sur l'investissement est le meilleur mécanisme d'introduire des incitations aux investisseurs? Il faudrait en débattre. Puis il y a la question de savoir quel est le lien avec les aspects migratoires de l'investissement étranger dans un pays. Des pays pourraient essayer d'atteindre certains objectifs en fournissant des lois sur l'investissement, mais il ferait peut-être mieux d'utiliser d'autres parts du cadre réglementaire, que ce soit le régime migratoire ou le régime fiscal. Donc, les réponses à ces questions sont positives. Oui, la loi sur l'investissement a vocation d'atteindre certains objectifs et certaines réponses à des fonctions. Une fois que nous avons répondu à ces questions, on peut passer au contenu et au champ d'application. Quel est le champ d'application? Tous les investisseurs ou seulement certains investisseurs? Évidemment, les réponses vont différer, vont varier selon les contextes. Et puis, quel est le champ d'application par rapport au type d'investissement? Est-ce que nous parlons de l'investissement direct ou des investissements dans des actions des entreprises? Est-ce que le champ d'application va couvrir les mines ou d'autres secteurs spécifiques? Ceci pourrait avoir des implications très précises pour le pays hôte. Quelles sont les dispositions en matière de protection des investissements et en matière de facilitation des investissements? Donc, le contexte est très pertinent. Vous avez soulevé un certain nombre de questions pour chacun de ces aspects qui sont fondamentaux. Et je crois que là, une orientation et une assistance de la part d'organisations comme la vôtre et de la part de la CNUSET peuvent s'avérer très utiles pour les pays qui reçoivent l'assistance, parce qu'il faut vraiment mettre en évidence les risques et les difficultés qui peuvent surgir lorsqu'on essaie de structurer une loi sur l'investissement. Et puis, évidemment, il faut savoir quelle doit être la solution la plus appropriée. Joseph, vos réponses sont très passionnantes et nous avons clairement entendu que les cadres différents dépendent beaucoup du contexte. Il faut savoir quels sont les objectifs des gouvernements concernés afin de répondre aux questions. Et comme nous l'avons entendu lors de l'introduction, il n'existe pas de solution toute faite. J'aimerais passer maintenant à la deuxième partie du rapport qui parle des 7 fonctions qui sont remplies par les lois sur l'investissement. Y a-t-il des fonctions que nous avons oubliées dans notre rapport? Y a-t-il des fonctions qui ne devraient pas figurer sur la liste, ou y a-t-il une fonction particulièrement importante compte tenu des défis actuels auxquels la gouvernance de l'investissement est confrontée? Par exemple, je me tourne vers vous, Massimo. Je crois que vous avez déjà identifié les fonctions principales que nous-mêmes nous avons identifiées également grâce à notre unité de recherche et d'assistance technique. Si je devais énumérer d'autres fonctions, je pourrais élaborer sur la question de la facilitation. Pour moi, ce qui convient n'est pas une définition étroite de la facilitation, c'est-à-dire accélération des processus d'investissement, parce que la facilitation des investissements
est également un aspect important à l'OMC. Et là, il se focalise beaucoup sur la clarté, la transparence, une fonction clé de l'investissement, dans la mesure où la loi sur l'investissement peut servir parce que ces situations qui affectent un investissement sont éparpillées dans des sections différentes de la législation d'un pays ou sont éparpillées entre les niveaux régionaux et les niveaux nationaux. Donc, la loi nationale sur l'investissement pourrait consolider toutes les conditions qui s'appliquent à des investissements dans un seul instrument qui fournit une certaine transparence et clarté au régime d'investissement. Puis, il y a un autre aspect qui a été évoqué par Hélène, et ça, c'est la transparence du cadre institutionnel de l'investissement. Là, il s'agit plutôt d'une fonction qui aide les investisseurs, mais qui aide également l'administration gouvernementale, parce qu'il est souvent le cas que au sein d'un gouvernement, il y a plusieurs entités différentes qui s'occupent de la promotion de l'investissement et de la facilitation de l'investissement. Il y a le ministère qui s'occupe des zones spéciales économiques et souvent les mandats des ministères se chevauchent. Et du point de vue de l'investisseur, l'endroit idéal pour clarifier toutes les dispositions légales qui régissent les investissements étrangers dans un pays. Ce qui va devenir de plus en plus important à l'avenir, au-delà de la facilitation des investissements, parce que le texte du dispositif sur les investissements a été convenu au début du mois. Donc, il est probable qu'il y aura beaucoup plus d'efforts déployés par les pays à cet égard à l'avenir. Une autre tendance claire est une augmentation des restrictions qui sont ou seront imposées sur l'investissement étranger direct à l'avenir pour des raisons de sécurité. En fait, 68% des pays qui disposent d'un régime qui régit l'investissement étranger direct font référence à des considérations sécuritaires. Un nombre croissant de pays ont commencé à réglementer l'entrée d'investisseurs étrangers grâce à des systèmes de filtrage pour des raisons sécuritaires. Puis il y a le type d'investissement qui sera filtré. Nous assistons à des développés dans l'Union européenne et aux États-Unis à filtrer les investissements sortants qui seront filtrés sur un régime sécuritaire. Il se peut que d'autres pays adoptent des régimes similaires. Évidemment, ceci est lié à la situation actuelle, géopolitique actuelle. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Massimo. Hélène,
Merci, Joseph. Je peux m'aligner en grande partie sur ce que Massimo vient de nous le dire, mais j'aimerais rajouter quelque chose sur la promotion de l'investissement. Et je crois que c'est quelque chose qui manque dans votre matrice. On pourrait considérer que la promotion de l'investissement englobe les incitations à l'investissement. Et beaucoup de dispositions de gestion pourraient être considérées comme un moyen de faciliter les investissements. Donc, la promotion des investissements pourrait manquer dans votre rapport, mais on pourrait peut-être définir les frontières entre les différentes fonctions de manière différente. Je crois que Massimo l'a dit, l'une des fonctions clés d'une loi sur l'investissement est de définir les frontières de la gouvernance institutionnelle et je crois que votre rapport n'y touche pas tellement. Il s'agit d'une approche descriptive très intéressante et je crois que au fil du temps, les 7 fonctions que vous avez définies dans votre rapport pourraient devenir prescriptives à l'avenir. Comme Massimo l'a dit, à l'OCDE, nous ne conseillons pas aux pays d'introduire des dispositions concernant les incitations à l'investir dans une loi sur l'investissement parce qu'il est plus approprié d'insérer ces dispositions d'entendre votre retour d'information là-dessus. Dans la 7e fonction pour vous est le contrôle et la surveillance des investissements étrangers. Je me demande pourquoi vous dites étrangers. Pour moi, il faudrait surveiller et contrôler tous les investissements. Dispositions contraignantes et les dispositions facultatives. Certaines dispositions sont difficiles à appliquer. Et souvent, il faut introduire de nouveaux instruments réglementaires. Alors, ce sont tous les commentaires que j'avais sur cette fonction. Donc, il est temps d'entendre les réponses aux questions posées. Merci, Joseph. Merci également, Massimo, pour vos commentaires si engagés, si intéressants. Vous êtes expert en la matière. C'est merveilleux que vous fassiez partie du panel aujourd'hui. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit à propos des principales tendances en matière de loi sur l'investissement. Je ne ferai pas de commentaires, je dirais simplement merci d'avoir attiré l'attention sur les points soulevés. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. En particulier, j'aimerais vous remercier de nous avoir aidé à mieux préciser certains points. Étant donné que je n'ai que très peu de temps à disposition, je reprendrai simplement à quelques points. Un point très important mentionné par Massimo, est-ce qu'un pays a besoin, en premier lieu, d'une loi sur l'investissement? Et c'est bel et bien le point de départ. Et
dans le chapitre 4, nous donnons notre avis là-dessus. Nous disons que, effectivement, que dès lors que nous commençons à parler de loi sur l'investissement, nous utilisons un langage qui peut sembler prescriptif, normatif, mais le point de départ, c'est qu'une loi, une telle loi peut s'avérer nécessaire dans certains pays où les investissements sont régis selon certains secteurs, selon certains processus, en fonction de la situation. Et j'aimerais revenir sur le commentaire fait par Hélène, à savoir que cette fonction, effectivement, c'est un risque, pourrait être considérée comme normative et devrait être couverte par n'importe quelle loi sur l'investissement. Telle n'est pas notre intention. En fait, certaines de ces fonctions ne vont pas dans le sens des incitations à l'investissement, pourraient même poser certains problèmes en matière de protection des investissements par rapport aux fonctions également des litiges qui pourraient survenir. Donc, tel n'est pas le but poursuivi par ces lois, ces fonctions liées aux lois sur l'investissement. Donc, vous pensez simplement que ce serait utile que l'on se rende compte de la diversité des lois existantes en proposant un cadre, tout simplement, qui devrait donner à réfléchir au lieu de se demander tout de suite quels pourraient être les objectifs de très haut niveau jusqu'à la rédaction de certaines dispositions. Donc, il ne s'agit pas donc de passer outre à ces questions qui sont très importantes. Et une deuxième remarque, mise en avant par c'est moi savoir que parfois on ne sait pas très bien ce qu'est une fonction et ce qu'est un objectif. On pourrait aisément les confondre. Et nous sommes d'accord pour dire que c'est vrai que les choses ne sont pas très claires, que cette distinction n'est pas très nette, mais en ce qui nous concerne, ce que nous avons jugé utile et ce que nous avons essayé donc d'introduire dans le rapport, c'est que la différence entre ce qu'une loi essaie de réglementer, ça c'est une fonction, et à quel but, quels objectifs sont remplis par une loi qui réglemente telle ou telle question. Ça, c'est la question des objectifs. Donc, si c'est vrai que certaines lois décrivent dans tous les détails des objectifs, chercher par exemple réglementer l'entrée des investissements étrangers, tout cela pour nous serait plutôt une objection et pas un objectif, car c'est quelque chose qui est réglementé et donc au niveau de la conception, nous pensons qu'il est important de distinguer quelles questions relèvent des réglementations par rapport aux objectifs, à savoir ce qu'un décideur essaie d'obtenir en réglementant telle ou telle question grâce à une loi sur l'investissement. Et je pense que cela pourrait aider à clarifier la manière dont nous voyons les choses. Donc, la question de la coordination entre les différentes parties du gouvernement qui doivent clarifier le cadre réglementaire, parce que c'est un objectif essentiel. Et là, j'utilise avec soin le mot objectif. C'est un objectif fondamental, à notre avis, en matière de loi sur l'investissement. Et l'un de ces objectifs les plus importants que le gouvernement entend réaliser avec ce genre de loi, c'est de réglementer certains aspects, d'améliorer la coordination entre certaines agences, certains ministères concernés et certaines agences du gouvernement. Je caractériserais cela plutôt comme relevant des objectifs et non pas des fonctions. Car la fonction, comme nous l'avons dit, est une question de réglementation. Si nous parlons d'admission, l'objectif de la coordination est rempli d'une manière que l'on donne des comptes quant aux domaines dans lesquels des investissements sont autorisés. Grâce au contenu de la loi, avec une liste
qui montre comment l'on peut admettre des investissements étrangers et dans quelles conditions. Le but, c'est la coordination entre les différents ministères et l'on assure ainsi la clarté, pour les investisseurs étrangers. Si l'on voit les choses sur ce plan, on s'aperçoit que les questions de coordination, clarification peuvent surgir par rapport à des fonctions multiples. Il peut y avoir des questions de coordination par rapport aux incitations fiscales. Il peut y avoir des questions de coordination par rapport aux mesures de facilitation qui peuvent être prises pour remplir différents objectifs dans les différentes parties du gouvernement. Donc, la coordination, bien sûr, est un objectif central, mais cela dit, il est important également de spécifier les fonctions dans le cadre de cette analyse. Ce qui m'amène à ma dernière remarque, il revient à dire qu'une fois de plus, nous sommes tous entièrement d'accord pour dire qu'il s'agit de préoccupations fondamentales par rapport à l'élaboration de politiques concernant les lois sur les investissements. Je suis heureuse que Massimo et Hélène aient mis en avant l'importance qu'il y a à établir un lien entre les lois sur l'investissement et les autres parties du cadre juridique national, à savoir qu'il faut se demander d'abord si une loi de ce genre est nécessaire, une loi sur l'investissement, car il est important de tenir compte des problèmes qui peuvent émaner de la rédaction peut-être insuffisante lacunaire selon les fonctions concernées, mais il faut toujours les avoir en tête quand on est bien sûr on fait partie des décideurs. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces remarques très pertinentes. Merci beaucoup. Je regarde le temps passer très vite et j'aimerais également que notre auditoire puisse aussi poser cette question. Je vais poser maintenant la dernière question et je voudrais maintenant vous demander d'être très bref, de me répondre très brièvement pour que nous puissions passer aux questions posées par nos auditeurs. Si vous deviez choisir un message clé pour notre auditoire aujourd'hui concernant ces lois sur les investissements, quel serait votre message clé? Hélène. Merci beaucoup. Comme l'a dit Jonathan, et participatory process where you consult with the whole of government as well as the stakeholders in the private sector, both foreign and domestic. Et étrangers et sur le plan national. Cette loi ne saurait être imposée aux parties prenantes. Elle doit refléter les priorités, les objectifs de priorité nationale par rapport aux investissements, le rapport entre les investissements sur le plan national et sur le plan étranger. Donc, ce processus est fondamental, doit être fondé sur la participation et structuré. C'est la même chose pour l'adoption et pour la révision. Une fois qu'on a adopté une loi d'investissement, la réviser, c'est très difficile. Si vous introduisez donc des incitations, si vous la modifiez, vous voulez introduire de nouvelles incitations,
pour la modifier, cette loi, ce sera très difficile. Voilà, je m'arrête là. Merci, Massimo. Et je donne une dernière possibilité à Suzy de donner ses réponses, car nous allons commencer donc avec les questions et réponses. Merci, Joseph, puisque nous n'avons guère de temps, j'essaierai d'être aussi brève que possible. We think at least taking 3 steps will be very important here. First is get clarity. D'abord, être au clair sur les fonctions quand que remplit votre loi d'investissement et est-ce que votre loi est appropriée par rapport aux fonctions que vous voudriez voir remplir par cette loi. Et il est important d'y revenir régulièrement. Nous l'avons vu dans certains pays, lorsqu'on veut réviser une loi, c'est toujours en fonction de ce qu'on attend de tel ou tel investissement. On espère bien sûr des résultats tangibles et souvent il y a des frustrations qui sont liées à ce remaniement des lois. Donc, il faut choisir des fonctions appropriées. Et il faut donc les choses peuvent varier d'un pays à l'autre. Parfois, les pays s'aperçoivent qu'ils n'ont pas besoin de modifier leurs lois, d'autres se disent « Ah non, cela n'était pas la bonne fonction, nous devons réviser telle ou telle fonction ». Et finalement, certains se disent que nous n'avons pas besoin d'une loi sur l'investissement. Donc, cet exercice est utile à de nombreux égards. La deuxième étape qui est importante, que les décideurs politiques soient ouverts à toutes les fonctions possibles. Nous avons mentionné 7 tout à l'heure dans notre rapport, mais il peut y en avoir d'autres. Donc, soyez ouverts à cette opportunité et le plus possible, essayez de voir ce qui va vous apporter quelque chose. Car certaines fonctions impliquent certains risques, surtout un risque d'incohérence, de recoupement avec des lois ou des réglementations existant déjà dans votre pays. Soyez donc très, très prudents à cet égard. Et enfin, et peut-être que maintenant les choses vont être plus complexes, lorsque vous décidez pour une loi sur l'investissement, maintenant, si vous avez sélectionné certaines fonctions, essayez aussi de mettre en œuvre les efforts appropriés pour mettre en œuvre cette loi. Et il faut que le contenu, la rédaction des différentes dispositions correspondent aux fonctions auxquelles vous aspirez. Donc, il faut qu'il y ait un lien étroit entre les deux. Donc, cet exercice est très important pour les pays, non seulement en matière de révision, mais en matière aussi de création de lois sur l'investissement. Parce que il se peut très bien que vous aperceviez que vous deviez modifier telle ou telle loi. Bon, je vais en rester là. Merci, Joseph. Merci, José. Je vous donne la parole. Maintenant, vous posez vos questions. Je m'inquiète de bien dire plus. Merci, Joseph. Je vais reprendre là où Suzy a arrêté. Donc, plusieurs questions ont été posées par écrit. La question concernait les politiques d'investissement nationales. Je crois que Massimo a dit que les relations
entre les politiques d'investissement nationales et les lois nationales d'investissement. C'est une relation à laquelle Massimo a fait référence. Massimo, je ne sais pas si j'ai compris toute la question, mais je crois que les deux sont des outils séparés, distincts, mais ces deux outils peuvent coexister. Selon notre expérience, nous avons conseillé, c'est un pays qui bénéficie déjà d'un régime assez important pour les investissements étrangers. Nous leur avons conseillé de ne pas formuler une loi, mais de formuler leurs attentes au lieu d'introduire une loi. De formuler une politique brève aussi permet le dialogue national sur la politique d'investissement. Évidemment, il faut adopter cette politique de manière participative et refléter les aspirations du pays en matière d'investissement. Aujourd'hui, il y a plusieurs différents traits différents en matière d'attente d'investissement. Beaucoup de pays aux Caraïbes ont des documents qui tiennent en une page. Le document qui décrit leurs attentes, ces documents au pays qui précisaient leurs attentes. Passer aux questions du traité. About the place of domestic revenue mobilization in investment. Alexandre as a promotion tool in the hands of l'investissement. Ceci pourrait être considéré comme un outil qui est contrôlé par l'Agence de développement industriel. Donc là, il y aura un mélange, une confusion entre la politique industrielle et les mesures incitatives économiques. Donc les deux devraient être distincts. Le but de la loi sur l'investissement devrait être d'indiquer clairement où les investisseurs pourraient trouver les incitations à l'investissement. Évidemment, le contexte peut varier. Une loi sur l'investissement peut être le bon lieu pour certains pays, mais ce sont les lignes directrices générales que nous conseillons. Hélène, François, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Je crois que si vous réduisiez le nombre de fonctions essentielles de 7 à 6, ce serait une bonne idée.
Et souvent, on a l'impression que l'agence, enfin l'organisme qui promeut les investissements est l'organisme qui est à l'origine de la loi sur l'investissement. Donc, ce n'est pas le meilleur endroit pour définir un système qui accorde des incitations à l'investissement étranger. Jonathan, nous sommes tous d'accord que, en ce qui concerne les risques de miner la mobilisation de revenus nationaux, je vais répondre à la question sur les fonctions de l'aide hors ligne. Je crois qu'il vaut mieux laisser le soin de cet aspect aux autorités fiscales. Il y a peut-être des moyens d'investissement de revenus. Mais peut pas ni approprié pour une loi sur l'investissement. Suzy Nikiema, je m'excuse d'intervenir. Il y a une question qui a été posée sur QA. Qui a demandé qui a posé la question suivante: si une loi sur l'investissement, ne comprend pas du tout, investissement direct est autre question. Mais on peut fonction. Donc, il s'agit d'une bonne occasion sur l'investissement. S'il n'y a pas de fonction appropriée pour la loi sur l'investissement que vous souhaitez concevoir, peut-être que vous n'avez même pas besoin d'une telle loi. Formidable. Je crois que des questions ont été posées sur la relation entre les lois sur l'investissement et les traités sur l'investissement. Et Taylor va répondre à cette question, surtout en ce qui concerne l'arbitrage. J'aimerais rebondir sur un point qui a été évoqué par Massimo, et ça c'est l'identification des risques. Et puis, quelqu'un dit qu'il serait important d'émanciper les lois sur l'investissement. Il y a toujours un traité en particulier qui paraît dans un grand nombre de lois sur l'investissement, et ce sont les lois qui accordent un consentement à l'arbitrage international. Il existe encore des lois sur l'investissement qui le font encore, et des études ont été conduites récemment qui remettent en question les avantages, les bénéfices, et donc on remet en question les avantages, et les coûts peuvent être très importants. Donc, je souhaitais simplement souligner que s'il y a certains particuliers qui souhaitent faire inclure un consentement à l'arbitrage international dans une loi sur l'investissement, il faut se méfier de cette insistance, parce que les instances étrangères ne sont pas forcément les meilleurs organismes lorsqu'il s'agit d'interpréter les lois de pays étrangers. Hélène François, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de nous dire. En ce qui concerne le règlement de différend, les lois sur l'investissement
devrait se focaliser davantage sur la création de mécanismes qui permettent d'éviter des différends plutôt que d'accorder un consentement à un arbitrage international. Massimo, je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus. Y a-t-il encore d'autres questions? Il nous reste encore 3 minutes, 2 ou 3 minutes. On a le temps de prendre encore une question. You would like to Il y answer? a 2 questions, Joseph. Suzy souhaite répondre à une question concernant les diverses lois sur l'investissement et les contrats. Suzy Nikema, je crois que quelqu'un a posé une question sur la nécessité de rendre les lois sur l'investissement plus transparentes. Est-ce que la participante parle d'un contrat d'investissement ou quoi? Ici, nous parlons de loi d'investissement nationale. Par définition, il s'agit d'instruments publics et donc à disposition de tout le monde. Je souhaitais juste clarifier la question. Parce qu'évidemment, un contrat d'investissement n'est pas un instrument public. On ne peut pas publier le contenu d'un contrat d'investissement, tandis qu'une loi sur l'investissement est un instrument public. Est-ce que nous avons le temps d'une question supplémentaire? Je vous propose de clôturer le webinaire. Il ne reste qu'une minute. Je souhaite remercier vivement nos panélistes, Hélène, Massimo, Jonathan et ses collègues. J'aimerais remercier également nos 4 interprètes pour leur travail de traduction. Et j'aimerais remercier toute l'équipe de l'IST qui a travaillé sur l'investissement et toute l'équipe de gestion qui a organisé la logistique de ce webinaire. Il y a davantage d'informations que nous allons partager avec vous à l'avenir sur les instruments juridiques en matière d'investissement. Nous sommes également en train de repenser les traités d'investissement et également les contrats d'investissement. Donc, merci de rester à l'écoute de notre site web et je vous demanderai également de remplir les formulaires d'évaluation. Ça ne vous prendra qu'une minute et cela nous aidera à améliorer la conduite de nos webinaires. Merci au public qui nous a rejoints et bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.